Mesdames et messieurs, bonjour. Avant de commencer, permettez-moi tout d'abord de me présenter. Donc, je suis Mona Laroussi, la directrice de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, institut de l'Organisation internationale de la francophonie, et nous sommes basés à Dakar. Revenons maintenant à notre sujet. Je vous souhaite la bienvenue à ce panel organisé à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie 2025. Célébrée cette année sous le thème de l'éducation comme fabrique de citoyens conscients et outillés pour relever les défis du monde. L'ensemble des acteurs et des opérateurs de la francophonie œuvrent à divers niveaux pour améliorer les systèmes éducatifs des pays de l'espace francophone, sont réunis aujourd'hui autour de ce panel sur la thématique « La francophonie au service de l'éducation des générations futures ». Nous discuterons de l'agenda de l'éducation 2030, notamment l'objectif de développement durable numéro 4, ODD 4, qui vise à garantir une éducation inclusive et de qualité pour toutes et pour tous d'ici 2030. Cet objectif est au cœur des priorités de Madame la Secrétaire générale ainsi que de nos États et gouvernements membres qui ont insisté sur l'urgence d'accélérer les efforts pour atteindre l'ODD 4. À seulement 5 années de cette échéance, notamment en matière d'éducation. Plusieurs recommandations stratégiques ont été mises en avant. Nous allons essayer de les explorer aujourd'hui. Parmi ces recommandations, on peut citer investir massivement dans l'éducation, renforcer les capacités du personnel éducatif, promouvoir le numérique éducatif, le plurilinguisme et l'innovation, adopter une approche intégrée intersectorielle, et mettre l'accent sur l'équité et l'inclusion. Ces orientations que nous appellerons accélérateurs des EDD sont des leviers essentiels pour surmonter les défis éducatifs dans nos pays, principalement liés à la qualité et à la résilience. Pour mieux comprendre comment ces accélérateurs prennent forme concrètement dans le paysage éducatif francophone, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur le professeur Slim Khalbous, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. Bonjour. Bonjour Mona. Monsieur Abderrahmane Baba Moussa, le secrétaire général de la conférence des ministres francophones et des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie, Confémen. Bonjour monsieur le secrétaire général. Monsieur Thierry Verdel, recteur de l'université Senghor. Et finalement, Madame Evelyne Paquet, TV5 Monde. Bonjour et merci d'être là parmi nous. Pour commencer, nous allons débuter ce panel en vous donnant la parole pour que vous faites une brève présentation de vous-même et de votre organisme et du rôle spécifique que votre organisme joue dans le paysage éducatif francophone. On commence par donner la parole à Monsieur le secrétaire général de la Confémen. Bien, merci infiniment pour cette question très pertinente. Mais avant, je voudrais dire que je suis Abderrahmane Baba Moussa, je suis le secrétaire général de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements membres de la francophonie. Et la Confémen, donc, qui est une institution créée en 1960 et qui a surtout pour vocation de produire de l'information, de faire de la veille informationnelle et de produire des données probantes sur le fonctionnement des systèmes éducatifs des États et gouvernements membres et de mener, à partir de ces données, des actions de transformation pour améliorer la qualité des systèmes éducatifs des États et gouvernements d'Afrique, de la francophonie. Alors, merci, Monsieur le secrétaire général. Je vais donner la parole à Monsieur Thierry Verdel. Merci. Donc moi, je suis Thierry Verdel, le recteur de l'université Senghor. L'université Senghor, c'est un opérateur de la francophonie basé à Alexandrie, dont la mission est très claire, contribuer au développement africain par la formation des cadres. Donc nous accueillons des étudiants de niveau cadre, c'est-à-dire principalement de niveau master, à Alexandrie d'une part, mais aussi dans 15 pays d'Afrique à travers les campus Senghor. Et bien sûr, à travers d'autres formations courtes, etc. On va quitter l'Afrique pour aller en Europe, Paris. Donc à Paris, où se situe le siège de TV5 Monde, donc média francophone, qui diffuse donc des programmes en français à l'international, sous-titrés aussi dans 12 langues. Et pour ma part, je suis directrice adjointe en charge de l'enseignement et de l'apprentissage du français à TV5 Monde. Merci Evelyne. Très bien. Et l'Agence universitaire de la francophonie, alors c'est un opérateur qui a été créé au Canada
en 1961 à Montréal, très exactement. On est évidemment officiellement l'opérateur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Mais l'AUF a évolué à travers les années parce qu'aujourd'hui, ça représente le premier réseau universitaire au monde avec plus de 1000 établissements dans notre réseau. Et puis, dans le cadre du continuum éducationnel, nous nous intéressons aussi de plus en plus à la formation de base, parce que les entrants à l'université, ça se prépare avant. Et donc, nous travaillons beaucoup avec d'autres opérateurs, dans évidemment l'EIF en premier lieu, et puis la Confémen également, pour travailler cette continuité de l'éducation entre le primaire, le secondaire et le supérieur. Merci. Donc permettez-moi, et je profite du fait que j'anime ce panel, pour présenter également l'IFEF, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, institut, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'OIF. Nous sommes basés à Dakar. Nous sommes spécialisés dans la formation des enseignants, de l'enseignement biplurilingue, dans l'éducation des filles, dans l'innovation et tout le côté numérique, et également dans la formation professionnelle et technique, qui est un levier très important pour la jeunesse d'aujourd'hui. Bien sûr, dans le comité de pilotage de l'IFEF, il y a tous ceux qui sont autour de cette table et d'autres. Donc, on regroupe dans notre comité de pilotage l'ensemble des acteurs de la francophonie dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle. Maintenant que les présentations sont faites, que les gens nous connaissent un peu plus, on va passer à notre première question. Votre institution, sans doute, a déjà mené des actions ou initiatives qui visent à accélérer l'atteinte des ODD 4. Pouvez-vous nous présenter brièvement une action en mettant en évidence les résultats les plus probants observés jusqu'à présent et un peu nous dire de quoi il s'agit et comment ça s'est articulé autour des autres années? Je pense que je vais commencer par professeur Khalbous. Si vous voulez, moi ce que je propose peut-être de rappeler très brièvement d'abord à ceux qui nous écoutent ce que c'est l'ODD 4. Oui. Peut-être que tout le monde ne sait pas exactement, mais l'ODD 4, évidemment, c'est une composante des 17 ODD de l'ONU qui sont portés aujourd'hui pratiquement par toutes les organisations du monde. Mais cette ODD en particulier a 3 composantes importantes en lien avec l'éducation. La première composante étant l'éducation en termes de qualité, donc comment on peut travailler la qualité de l'éducation. La deuxième composante, c'est l'équité. Est-ce que tout le monde profite du système éducatif que nous avons aujourd'hui dans nos pays? Et puis la troisième composante de l'ODD 4, c'est l'apprentissage tout au long de la vie. On n'arrête pas d'apprendre, évidemment, et quels sont les moyens de mettre en place pour cela. Et donc nous, quand on travaille là-dessus, on essaye un petit peu de répondre tant bien que mal à ces 3 composantes qui sont déjà énormes. Chaque composante, elle est en elle-même très très importante. Alors la question de la qualité, elle est au centre de tous les systèmes d'apprentissage. Donc la première des choses aujourd'hui, c'est de travailler avec les États et le gouvernement dans leur politique éducationnelle et universitaire. Ce que l'AUF aujourd'hui essaye de faire, c'est de les accompagner par une mobilisation de l'expertise dans les projets de réforme des systèmes éducatifs et universitaires. Alors aujourd'hui, on accompagne les états généraux de l'enseignement supérieur de la recherche dans plusieurs pays de l'espace francophone. Ça permet d'avoir une vision globale de cette notion de qualité. Après, il y a le portage technique de la notion de qualité dans l'éducation qui se fait par des agences spécialisées. On a aujourd'hui plusieurs agences nationales d'assurance qualité qui sont en train d'être créées dans l'espace francophone. Beaucoup de pays n'en avaient pas. Et aujourd'hui, un des rôles que l'AUF s'est donné et que, en tout cas, les États nous ont confié, c'est de les accompagner dans la création d'agences nationales de qualité qui, justement, assurent une certaine normalisation, l'accréditation des diplômes, la reconnaissance internationale des diplômes. Et ça, c'est très important. Après, comme tous les opérateurs, comme tous les acteurs de la francophonie, nous avons des projets phares qui portent ces politiques. Je pourrais en citer plusieurs, mais peut-être le plus emblématique, c'est IFADEM qu'on porte ensemble depuis quelques années avec l'OIF. Et aujourd'hui, à côté, il y a l'autre projet qui est le projet Apprendre. Et le projet Apprendre, c'est un projet pour améliorer la qualité de l'enseignement à travers l'accompagnement des enseignants. Donc c'est une sorte de projet de formation des formateurs, mais au sens très très large. Et ce projet a aujourd'hui appliqué dans 26 pays.
près de 30 millions d'euros destinés. On en a dépassé les 20 000 et là, on a, grâce au dernier sommet à Paris, donc on a 10 millions de plus sur ce projet qui ont été affectés par l'AFD. Et la particularité de ce projet, et c'est ça le sens aussi de la notion de qualité, la notion de qualité revient aux objectifs des systèmes éducatifs. Et l'apport du projet Apprendre, c'est de ne pas porter des solutions standards applicables à tout le monde, mais de commencer d'abord par un système de diagnostic. Donc ça, c'est la phase 1, c'est qu'à chaque pays, les demandes sont très différentes. Et pour vous donner des exemples précis, vous avez des pays qui vont vous dire, bah, nous, le premier problème, c'est la question de la maîtrise des langues. Et donc, la formation des langues est essentielle. On va d'autres pays vont vous dire, bah, nous, on a la tradition, elle est orale et on n'a pas assez de documentation. On aimerait écrire la pédagogie, écrire la méthodologie d'enseignement. Vous avez d'autres pays qui vont vous dire, bah, nous, on a un décalage entre la maîtrise des technologies de l'éducation, entre les jeunes et les enseignants. Les jeunes sont très en avance. Alors, j'aimerais bien avoir une mise à niveau de mes enseignants par rapport à ça. Et donc, les besoins sont différents. Et c'est aussi ça la notion de qualité, c'est la capacité de nous adapter aux besoins des systèmes éducatifs qui sont très différents dans l'espace francophone. Voilà donc la notion de qualité. Je ne vais pas être très long, mais on pourrait revenir après sur les éléments d'équité sur lesquels on travaille aussi et l'apprentissage tout au long de la vie. Merci, monsieur le recteur. Je pense peut-être à monsieur le secrétaire général de la Confémen pour nous donner une idée sur les projets qu'il est en train de mener à la Confémen. Justement, je crois que l'atteinte des cibles de l'EDD 4 en particulier a toujours été la préoccupation de la Confémen. Et d'ailleurs, dès notre prise de fonction, nous avons fait une étude pour essayer de voir où est-ce que les pays en sont par rapport à ces cibles-là, comment les ont-ils intégrées dans leur plan sectoriel et comment sont-ils en train de mener des actions pour les atteindre. Donc en 2021, on constatait que si la plupart des pays, 17 pays ont été étudiés dans ce cadre, si la plupart des pays intègrent l'ODD 4 et les cibles dans leur plan sectoriel, le constat est qu'en l'état, aucun de ces pays ne pourra renseigner positivement ces cibles-là si rien n'est fait justement pour améliorer. Et cela est encore plus probant en ce qui concerne la qualité des acquis d'apprentissage. Et d'ailleurs, sur cette question de qualité des acquis, c'est fortement démontré à travers les évaluations successives du PASEC, dont le PASEC 2019, qui montre encore que moins de la moitié des enfants qui sont à l'école primaire ont les connaissances attendues en lecture et compréhension des textes. Et en mathématiques, c'est encore plus important, puisqu'on a près de 60%, de façon globale, avec des différences selon les pays, des enfants qui n'ont pas le seuil minimum attendu en mathématiques. Donc c'est important à partir de cela de pouvoir faire quelque chose pour permettre de rattraper rapidement, avant 2030, cette question des cibles de l'ODD 4. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons donc observé les facteurs qui déterminent cette qualité des acquis à travers les résultats du PASEC. On a noté notamment la cible 4C de l'ODD 4 qui concerne les enseignants, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir des enseignants en quantité, mais surtout en qualité, donc bien formés, pour pouvoir relever le niveau des acquis d'apprentissage. Il faut également insister sur l'éducation préscolaire, parce que la plupart des enfants qui ont eu une année ou deux de maternelle ont une expérience de vie plus longue dans le système éducatif et donc la capacité d'avoir de meilleurs résultats en matière d'apprentissage. On a montré également que la question de la langue est une question importante et dans certains pays où le bilinguisme est utilisé, les enfants qui ont appris également la langue maternelle ont parfois de meilleurs résultats que ceux qui apprennent dans la langue française, qui est la langue d'enseignement prioritaire. Nous avons d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte, tels que la qualité des manuels scolaires et autres. Donc, partant de ces études, nous avons, avec les États et gouvernements membres de la Confémen, choisi de mener notre action sur tous ces aspects-là. Premièrement, la qualité des enseignants. Nous avons élaboré avec un expert un document de référence qui est un document cadre en matière d'assurance qualité en formation initiale et continue des enseignants. Et nous avons, à partir de ce document, élaboré un guide. Donc la plupart des États et gouvernements membres aujourd'hui disposent d'un guide qui leur permettra d'avoir une formation de qualité en matière de formation des enseignants. Nous avons également travaillé sur la petite enfance avec un document de réflexion et d'orientation
qui a été publiée là-dessus et qui offre au pays un ensemble de recommandations qui leur permettent d'intégrer la question de la petite enfance et de la maternelle en particulier, l'enseignement préscolaire, dans leur politique éducative. Nous avons, avec quelques pays phares, réalisé d'ailleurs un guide plus précis avec l'appui de l'UNICEF qui permet à 4 ou 5 pays d'avoir une politique bien précise en matière donc de petite enfance. Nous avons travaillé sur les manuels scolaires. Aujourd'hui, 13 pays membres de la Confémen ont été accompagnés pour évaluer les manuels scolaires du primaire et du secondaire. Et les enseignants dans ces pays sont capables aujourd'hui d'évaluer eux-mêmes la qualité des manuels scolaires et de faire les meilleurs choix pour avoir le meilleur impact pédagogique auprès des enfants. Nous avons travaillé sur l'enseignement des mathématiques. Comme je l'ai dit, 60% des enfants ont des problèmes mathématiques. On a constaté que cela se répercute aussi un peu sur les capacités didactiques des enseignants. Donc, nous avons accompagné aujourd'hui, à travers Imagine École, dans 13 pays, des enseignants dans le cadre d'un travail collaboratif qui leur permet de produire du matériel didactique moderne, numérique, et de transformer leur pratique pédagogique en matière de mathématiques. Donc, de façon globale, voilà les principales actions que la Confémen mène pour améliorer, donc accélérer l'atteinte de l'ODD4. Et je n'ai pas oublié de mentionner la question du bilinguisme sur lequel nous travaillons, d'ailleurs en partenariat avec l'IFEF sur ELAN que nous avons évalué, ELAN qui est donc un programme d'utilisation des langues nationales dans le système éducatif. Donc, au-delà de ces cibles qui sont orientées vers les acquis d'apprentissage, nous travaillons également sur la cible 4.3 qui concerne donc la formation professionnelle, l'accès à des compétences donc professionnelles. Nous travaillons pour cela sur les alternatives éducatives qui permettent de prendre en compte tous les enfants qui sont exclus de l'école, de leur permettre, comme les autres, d'avoir les compétences requises pour pouvoir agir. Donc là également, un document a été fait avec le programme KIX Afrique 21, un document de base qui va servir de soubassement pour aider ces pays à intégrer les alternatives éducatives dans leur politique, leur plan sectoriel de l'éducation. Donc, Merci, Monsieur le Secrétaire Général. J'ai oublié de mentionner que Monsieur le Secrétaire Général n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, malheureusement. Donc, il intervient à distance, d'où un peu les petits problèmes de voix. Et donc, nous nous excusons d'avance s'il y a des petits problèmes de sonorisation ou d'harmonisation entre nous quatre. Donc, maintenant, je m'adresse à Monsieur Thierry Verdel pour répondre à la même question. Merci. Je vais reprendre le triptyque proposé par le recteur de l'AUF, qualité, équité et puis apprentissage tout au long de la vie, pour citer très rapidement 3 choses. En termes de qualité, l'Université Senghor met en place en ce moment une académie, ce qu'on appelle l'Académie Senghor, justement pour perfectionner nos formateurs, parce que nos formateurs viennent du monde entier, en fait de tout le monde francophone. Ils interviennent à Alexandrie, mais aussi dans tous nos campus. Et donc on essaie de renforcer leur capacité à intervenir en utilisant les meilleures approches pédagogiques possibles, une pédagogie plus interactive, en garantissant l'alignement pédagogique dans leurs interventions. Ce ne sont pas tous des pédagogues professionnels. Sur le plan de l'équité, je voudrais citer notre programme de bourse à Alexandrie, qui permet à Alexandrie d'avoir autant de femmes que d'hommes dans le programme de Master 1 et 2 qui se déroule à Alexandrie. Et ça, on y arrive en donnant plus de bourses à des femmes. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, c'est 20% de femmes seulement, ou 30% de femmes. Et puis, sur le 3e point, rappeler que, d'une part, nous, on s'adresse, notamment à travers nos campus, à des gens en activité professionnelle, à des gens qui sont déjà des cadres intermédiaires dans leur pays, qui aspirent à s'élever dans leur parcours professionnel. Et on fait donc la reconnaissance des acquis d'expérience qui est assez peu répandu encore sur le continent africain. Et donc ça permet à peu près à 500 jeunes cadres ou cadres intermédiaires, disons, du continent d'accéder à un niveau de master, ce qu'ils n'ont pas toujours, mais grâce à l'expérience acquise dans leur métier, vont pouvoir ensuite aller plus loin. Merci. Monsieur le recteur. Madame Paquet. Pour TV5 Monde, l'initiative sans doute la plus significative en termes d'éducation, c'est le dispositif, l'offre pédagogique numérique qui a été développée depuis de nombreuses années déjà pour l'enseignement et l'apprentissage du français comme langue étrangère, donc le FLE.
Donc c'est TV5 Monde, donc un média qui depuis 30 ans s'engage maintenant vraiment pour fournir du matériel gratuit à l'ensemble des professeurs de FLE et des apprenants et des apprenantes, quel que soit leur niveau ou leurs besoins en termes d'apprentissage. Donc l'offre est aussi une offre de qualité. L'ensemble des contenus est produit par des spécialistes du FLE et sa particularité est que tous les contenus pédagogiques en fait s'appuient sur des extraits d'émissions de TV5 Monde. Donc ça peut être des magazines, des documentaires, des extraits de journaux télévisés. Je peux citer en exemple une interview de Monsieur le Recteur un extrait d'interview que nous avons exploité pour la préparation au diplôme de français des relations internationales par exemple, et au cours de laquelle vous présentez le programme de mobilité étudiante. Donc voilà, on prend de vrais contenus ou des émissions à partir desquelles on développe du matériel pédagogique et ce matériel est mis à disposition gratuitement dans le monde entier. Donc c'est aussi une offre qui est accessible partout, sur tout type de support numérique, ce qui permet aussi une intégration des outils numériques dans les contextes d'enseignement, d'apprentissage, quels qu'ils soient. Et c'est aussi une offre qui est adaptée en fait aux enjeux contemporains dans le sens où à la fois en utilisant les ressources, nous apprenons le français, où on pratique la langue française et on développe aussi des connaissances dans différents domaines qui peuvent être des domaines comme l'environnement, des domaines de politique, des domaines culturels, etc. Donc une offre assez générale et peut-être si je prends un exemple plus précis sur une initiative en particulier, ce serait dans le domaine du numérique justement, la volonté de développer une offre apprendre, puisque nous avons une offre pour les professeurs, enseigner, une pour les apprenants, apprendre, et aussi une partie former, se former. Et l'offre apprendre, nous avons décidé de la rendre plus facile à consulter sur des téléphones portables, puisque à l'heure du téléphone, tout le monde consulte et réalise toutes sortes de documents là-dessus. Donc nous avons développé une application et aussi améliorer en fait l'affichage de notre offre web. Et on observe que les consultations sur téléphone prennent de l'ampleur en fait dans le monde de manière générale. Il y a, je regarde mes chiffres parce que je ne les tiens pas bien, 59% des consultations de l'offre apprendre qui se font sur un téléphone. Donc ça nous incite vraiment à aller de l'avant en fait pour ce domaine-ci. Nous notons néanmoins des disparités géographiques. Donc si je prends les régions de TV5 Monde qui correspondent en fait aux 8 chaînes généralisées de TV5 Monde, nous voyons que le téléphone a une place prépondérante en Afrique, Moyen-Orient et Amérique latine. A contrario, aux États-Unis et en Europe non francophone, la consultation se fait principalement sur ordinateur. Et pour les autres zones, donc l'Europe francophone et l'Asie-Pacifique, on est à peu près sur un usage semblable. Donc c'est pour nous quelque chose d'intéressant en termes de développement d'outils, de voir qu'on doit absolument être présent en fait sur des appareils qui passent dans une poche de veste, de pantalon ou de robe. Merci beaucoup. Merci Evelyne. Et si je résume un tout petit peu rapidement ce qu'on s'est dit, mais surtout en reprenant un peu les propos des uns et des autres, pour ne pas rentrer dans les difficultés de présenter l'ODD, disons que l'ODD 4 travaille beaucoup sur les qualités de l'éducation, l'équité, l'inclusion et également sur tout ce qui est qualité de l'apprentissage et de l'enseignement.
Et pour juste aussi lever un petit quiproquo, peut-être apprendre de Evelyne et du monsieur le recteur ne sont pas les mêmes. Non. Monsieur Khalbous a parlé d'un grand projet qui est financé par l'Agence française de développement que l'AEF mène maintenant depuis à peu près 8 ou 9 ans. Et Evelyne, c'est une offre du numérique qui présente des supports pédagogiques sur Internet et qui intègre un peu les disciplines non linguistiques et le français, où on apprend très aisément avec des petites captures, et que moi je trouve aussi très intéressant parce que je l'applique aussi dans certains de nos programmes. Donc voilà, c'est juste pour ne pas confondre les deux. Et vous avez tous parlé de ce que vous faites, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on se retrouve un peu, ça se recoupe sur la formation des enseignants, sur les stratégies et les plans sectoriels de l'éducation des pays. On intervient aussi tout le monde selon les demandes des pays, les besoins des pays, pour répondre à un besoin bien particulier. Et ça, c'est intéressant pour tout le monde. Et surtout, si on a une offre de cadre qui complète cette formation qu'on donne aux enseignants ou qu'on travaille avec les États. Maintenant, je vais revenir un peu à ce que vous avez présenté et puis voir avec vous s'il y a eu des petits problèmes que vous avez eus, des entraves, des difficultés pour dérouler nos programmes et vos programmes. Et comment vous les avez résolus, quelles sont les solutions que vous avez présentées, et quelles mesures pour atténuer un peu les problèmes et surtout augmenter les impacts des programmes. Donc tout à l'heure j'ai commencé par M. Khalbous, je peux commencer à gauche maintenant, donc pour rester dans les recteurs. Et donc on donne la parole à M. Thierry Verdel pour répondre à cette question, et puis enchaîner après avec Evelyne et M. le recteur de l'AEF après. Merci. Moi, je dirais principalement les difficultés pour l'Université de Sangor, ça a été d'augmenter son impact en fait. Il y a 7-8 ans, l'Université de Sangor, c'était 200 étudiants chaque 2 ans qui étaient diplômés, et c'était tout presque. Aujourd'hui, c'est toujours 200 étudiants tous les 2 ans à Alexandrie, mais c'est aussi 500 auditeurs au niveau master sur les campus. C'est aussi 1000 certifications délivrées chaque année. C'est plus de 10 000 dans nos cours en ligne ouverts et massifs. Tout un ensemble d'activités qui ont été déployées à l'Université de Sangor pour essayer d'impacter davantage, grâce à l'éducation, le continent africain, renforcer les cadres existants déjà sur le continent africain et mettre sur le marché, entre guillemets, des cadres bien formés, vraiment inscrits dans la modernité, et qui sont capables d'insuffler du changement et de la transformation dans leurs organisations. Donc c'est un ensemble finalement d'activités qui a été mené par l'université ces dernières années pour déployer ces ailes en quelque sorte qui étaient restées contractées, je dirais, pendant de trop nombreuses années. Merci beaucoup. Evelyne ? Alors peut-être par rapport au projet dont je viens de parler, une des difficultés que nous avons eues était technique. Il a fallu que nous attendions que l'on puisse avoir simultanément sur un écran, par exemple, une vidéo et un exercice. Alors ça paraît très simple, mais de fait c'était une contrainte pédagogique incontournable, et nous avons dû attendre que les outils nous permettent de faire cela pour développer un matériel de pédagogie qui reste justement de qualité. D'une manière plus générale, nous notons que l'IA, l'intelligence artificielle, fait une entrée en force en fait dans le domaine de l'éducation. Et il nous faut nous appuyer aussi sur de telles solutions. En ce qui concerne nos outils, côté TV5 Monde, l'intérêt serait de pouvoir personnaliser davantage en fait, les parcours d'apprentissage, et grâce à certaines solutions, pouvoir proposer vraiment des contenus parmi les 4000 que nous avons qui répondent vraiment aux objectifs d'apprentissage des apprenants, qui permettent des rétroactions, des plus personnalisés, plus pertinents. Donc ça, ce sont plutôt des défis pour l'avenir, plutôt que des obstacles passés. Et de manière encore plus générale, donc hors outils numériques, ce que nous notons, parce qu'il nous arrive d'intervenir aussi sur le terrain en formation, c'est que la formation méthodologique en FLE n'est pas toujours présente.
Et à cet effet, nous avons co-construit avec l'OIF en fait une série de petites vidéos qui s'appelle En classe avec TV5 Monde et qui permet de montrer en fait un cours. Donc ce sont 2-3 heures de cours qui sont résumées en une dizaine de minutes et qui montrent en fait vraiment ce qui se passe dans une salle de classe, les interactions entre enseignants, apprenants, et chaque enseignant et enseignante filmée va pouvoir donner des astuces en fait pour la mise en pratique de gestes professionnels adaptables à différents contextes. Nous sommes vraiment dans une démarche qui prône l'auto-réflexion, pas du tout imposer des manières de faire, mais essayer de s'inspirer en fait de ce qui est fait par tel professeur dans telle ou telle classe pour améliorer en fait ou poursuivre des techniques que l'on met soi-même en classe. Et donc nous avons tourné dans différents territoires de la francophonie pour faire cela. Et ce matériel, comme toute notre offre, hein, est gratuit. Donc là, à nouveau, très, très accessible et participe à la fois de l'auto-formation, puisqu'on a développé des parcours d'auto-formation, et de la formation, puisque nous avons aussi développé des parcours de formation dont peuvent s'inspirer des formateurs de formateurs pour animer eux-mêmes des formations à la méthodologie du FLE. Merci beaucoup. Je parle beaucoup, pardon. Non, c'est très bien, c'est très bien. Merci beaucoup. Votre voisin à côté, monsieur le professeur. Oui. Alors, moi, ce que je vous propose, en fait, c'est de faire une réflexion de lien entre les entraves et les difficultés qu'on rencontre avec la notion d'équité dans les ODD. Parce que les entraves sont nombreuses dans l'espace francophone et c'est normal parce que c'est un espace vaste. D'abord, on a, comme malheureusement beaucoup de zones dans le monde aujourd'hui, on a beaucoup de crises. On a des pays en crise. Et ça, c'est la première entrave. Nos activités en général ne peuvent pas se dérouler de la même manière dans des pays où il y a des guerres, où il y a des problèmes politiques et autres. Donc ça, c'est pour moi la première entrave macro parce que lorsque il y a un gros problème, les activités peuvent carrément s'arrêter. Alors, premier exemple, qu'est-ce qu'on peut faire l'AUF là-dessus? Souvent, on fait ce qu'on appelle des plans spéciaux d'aide aux universités qui sont nos premiers partenaires dans les pays. On l'a fait en Haïti, lorsqu'il y a eu un tremblement de terre avec 3000 morts et des universités complètement dévastées. On a réussi à faire une rentrée scolaire à distance avec des tablettes, par exemple. On l'a fait au Liban lorsqu'il y a eu donc le problème économique et ils ne pouvaient même plus payer les salaires à un moment donné, les universités. Donc on a fait une levée de fonds importante aussi pour accompagner les universités libanaises. On l'a fait en Ukraine, évidemment, après la guerre, pour récupérer un certain nombre d'étudiants, un certain nombre d'enseignants, les placer ailleurs. On l'a fait l'année dernière pour la Palestine aussi, avec des étudiants qui se sont retrouvés sans école et sans université. Donc c'est vraiment la gestion de crise qui est le premier élément. Deuxième élément qui est très important également, c'est les plaidoyers de la francophonie, parce qu'il ne faut pas oublier les valeurs. Et dans un monde aujourd'hui en bouleversement total, on a tendance à oublier la notion de valeur. Donc, pour reprendre le même exemple qui a été cité tout à l'heure, la question de l'égalité femmes-hommes, il ne faut pas que ça soit considéré comme quelque chose de secondaire. C'est très très important. Et si on se contente de le dire sans faire des actes réellement sur le terrain, ça ne change pas la situation. Et donc, effectivement, ce qu'on fait par exemple à l'AUF dans ce domaine, c'est vraiment de mettre des systèmes de quotas, par exemple, d'encourager la présence au-delà des magazines qu'on peut éditer, au-delà des plaquettes qu'on peut faire, des séances de formation et d'ateliers de sensibilisation sur la notion d'équilibre des sociétés et donc d'équilibre des systèmes éducatifs. Évidemment, on fait des projets phares comme celui avec l'OIF sur la plateforme Relief qui met à disposition des enseignants des documents pour traiter le FH dans l'enseignement. Donc, tout ça, ça veut dire porter les plaidoyers par des actions concrètes. Ça, c'est la deuxième grande difficulté. Troisième difficulté, c'est la géographie de l'espace francophone. L'espace francophone, c'est dans beaucoup de pays, c'est sur les 5 continents. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de défis là-dessus. Il y a des défis d'ordre
de coordination, je dirais, parce que l'espace est vaste. Il y a des défis aussi sur la mise en place de programmes et d'actions sur plusieurs pays. C'est pour ça que le numérique ici peut être une très très belle réponse. Nous avons constaté que depuis d'ailleurs la Covid, il y a une appétence de plus en plus grande sur tout ce qui est enseignement à distance. Les FOAD, ce qu'on appelle les FOAD, les formations ouvertes et à distance à l'AUF, ont explosé depuis 4 ans parce qu'effectivement, on a considéré qu'il y avait beaucoup d'avantages et aujourd'hui, on accompagne à la professionnalisation de l'enseignement à distance, ce qui permet d'atteindre des zones rurales, par exemple, où les étudiants n'ont pas les moyens d'aller dans des universités renommées et donc ils peuvent s'inscrire à distance à des diplômes de renom, de grandes universités sans être obligés de se déplacer. Et ça, c'est une forme d'équité très importante et une réponse à une difficulté aussi réelle. Vous connaissez, beaucoup d'entre vous, les centres d'employabilité francophones de l'AUF. Et bien aussi, on s'est adapté. Au nord du Maroc, il y a des petites unités universitaires très éparses géographiquement. Aucune ne pouvait accueillir un centre important avec un flux d'activité. Alors, nous avons été un peu créatifs et on a pris un bus qu'on a transformé en un centre mobile. Et c'est en fait le centre d'employabilité qui fait le tour des unités universitaires pour faire l'accompagnement à l'insertion professionnelle, plutôt que de faire déplacer de manière très difficile des étudiants qui sont dans des zones rurales difficiles. Donc voilà aussi une autre caractéristique de l'espace francophone qui représente une entrave, mais aussi une opportunité pour faire autrement les projets. Après, moi, je voudrais aussi parler de l'indice de développement de nos pays. L'autre particularité de l'espace francophone, c'est que nous avons des pays très riches, des pays très pauvres, des pays moyens. Et donc cette disparité de développement, elle est absolument difficile, mais nécessaire à prendre en compte dans nos actions. Et donc, par exemple, l'AUF a mis en place depuis maintenant 2 ans et demi, une autre grille des cotisations qui prend en considération l'indice de développement de la Banque mondiale, c'est-à-dire la capacité financière des États, l'indice IDH, qui est l'indice de développement humain et de l'éducation, et puis aussi la taille des établissements avec le nombre d'étudiants, le nombre d'enseignants, pour relativiser. Et ça, c'est une forme aussi d'équité et qui répond à la difficulté de cette disparité. Donc c'était toujours pour vous donner des exemples concrets. L'autre aspect aussi dans l'équité, c'est la méthodologie. Il faut que nous soyons crédibles et donc transparents dans ce que nous faisons, comment on attribue les aides, comment on attribue les projets. Et ça, c'est très important pour que les gens aient confiance en nous en tant qu'opérateurs de la francophonie. Je donne un exemple. À Paris, nous avons la maison de la francophonie à la Cité internationale universitaire. L'AUF gère 150 lits pour les étudiants francophones venant un peu partout dans le monde. Et ben, nous essayons d'être le plus transparent possible dans l'appel, dans les critères qui sont établis. Dans les critères, justement, on prend en considération la représentation des différentes zones de l'AUF, la représentation femmes-hommes, la représentation des disciplines. La notion d'équité, c'est aussi être un peu plus rigoureux dans la façon de le faire. Et puis peut-être une dernière entrave qui est aussi une nécessité de gouverner autrement, c'est la disparité des systèmes éducatifs et universitaires. Tout le monde n'a pas le système LMD, tout le monde n'a pas le même système d'ingénierat, tout le monde n'a pas la même capacité en sciences de la médecine et sciences de la santé. Et donc, nous essayons toujours de prendre en considération cette différence par une approche d'écoute. Je citais tout à l'heure l'approche d'apprendre, mais cette approche, on l'a aujourd'hui étalée pratiquement sur l'ensemble des actions de l'AUF. Avant chaque action, on fait d'abord un diagnostic, on demande aux bénéficiaires, aux futurs bénéficiaires, leurs besoins, on l'exprime et puis après on le transforme en projet. Et c'est cette façon de faire aussi qui permet de dépasser tant bien que mal cette disparité qui est très importante dans le système. Donc vous voyez, une disparité financière, une disparité des systèmes éducatifs, une disparité géographique, une disparité des moyens, une disparité aussi dans la stabilité des systèmes politiques, et tout ça, ça fait la grande difficulté de notre action dans un espace. Alors on est fiers voilà, c'est une richesse, on est fiers de cette richesse, de cette diversité, de la taille de cet espace, mais en même temps, c'est des défis que nous devons relever ensemble. Voilà.
Merci, Monsieur le Recteur. Vous comprenez que c'est un peu difficile de résumer ce que Monsieur le Recteur a dit et que tous les autres ont dit. Je vais essayer, donc ne m'en voulez pas. Si j'ai bien compris, parmi les difficultés et les entraves qui nous empêchent de faire correctement notre travail, mais en même temps, comme disait Monsieur le Recteur de l'AEF, c'est des beaux défis qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin. Donc c'est la situation multicrise dans laquelle on vit et tous nos pays le vivent, et ça tout le monde le connaît, une crise politique, crise économique, sociale, et parfois sanitaire, donc la situation multicrise. Après, un peu ce que Monsieur le Recteur et aussi Madame Paquet, Monsieur le Recteur Senghor, parce qu'il y a deux recteurs, et Madame Paquet, un peu toute la situation de comment passer à une échelle beaucoup plus importante, parce que si on veut impacter, on doit aller beaucoup plus et impacter beaucoup plus. Cette situation aussi d'équité, de plaidoyer. Et moi, j'ajouterais, vous avez parlé du numérique, moi j'ajouterais qu'aussi le numérique, c'est aussi un défi, une solution, mais c'est aussi un problème, parce que dans la plupart de nos pays, il y a beaucoup de zones blanches. Il y a aussi des problèmes d'accès au numérique. Il y a aussi même s'il y a Internet, il y a un problème de débit, donc on ne peut pas dérouler nos programmes et nos solutions comme on veut. Donc toutes ces solutions et tous ces défis-là nous ont aussi permis et à l'innovation, comme disait Monsieur le Recteur de l'AEF, ou à une caravane ou un petit bus qui s'est substitué à un local. Ce que nous faisons aussi dans nos programmes, où on a mis en place des formations asynchrones, pour ne pas dire le mot en français, en anglais, c'est pour ça que j'ai un peu bugué. Donc pour faire des projets asynchrones, pour rester dans le français, pour avoir aussi accès à un ensemble de ressources beaucoup plus important. Donc tout ça a fait que les problèmes nous ont poussé à mieux cerner notre offre, à mieux identifier notre offre, à être à l'écoute, parce que ce qu'on fait et que ce que fait l'AEF, et je suppose que nous tous, c'est vraiment partir sur une co-construction avec nos États des solutions qui leur conviennent. Donc là, ma troisième question, à partir de ce que nous... Je peux juste ajouter un point par rapport à l'accessibilité justement numérique. Parmi les défis que l'on a relevés et donc qui ont permis de développer l'application aussi que nous proposons, il y avait justement la gestion des données et la gestion des stockages, etc. Et l'application nous permet de télécharger des séries d'exercices avec leurs vidéos et donc un usage sans connexion Internet, ce qui n'est pas possible avec le web. Donc c'était juste pour illustrer le fait que certains outils aussi peuvent nous aider à toucher peut-être des publics un peu plus éloignés et qui ont moins d'accès. Chacun apporte un bout de solution. Vous connaissez tous les campus numériques francophones de l'AEF qui existent depuis plus de 20 ans. On les a renforcés et ils sont aujourd'hui dans 45 pays. Et l'offre principale, c'est de proposer justement un Internet à haut débit dans ces espaces-là. Lorsque justement nos étudiants ou nos enseignants-chercheurs n'ont pas ce moyen technique chez eux, ils viennent gratuitement dans les espaces de l'AEF pour utiliser Internet qui est absolument nécessaire pour faire tout ce qui doit se faire à distance. D'ailleurs, les campus numériques francophones, en tant qu'universitaire, ça m'a permis à multiples occasions d'avoir un décloisonnement de ma situation de chercheur du Sud pour aller beaucoup plus loin, avoir Internet, avoir des formations. Et ça, je pense que c'est un acquis qui a été pour tous les enseignants universitaires du Sud qui ont pu bénéficier de ça durant des années. En reprenant vos données, et puis ça aussi c'est un grand défi par rapport à nos problèmes, à nos situations, c'est qu'on ne dispose pas vraiment de données probantes dans nos pays pour pouvoir aller plus loin sur nos solutions qu'on propose. Et ça aussi, c'est parmi les entraves ou les difficultés qui rendent notre métier un peu plus difficile. Parce que si on forme 10 000 enseignants sur combien d'enseignants doivent être formés? Et on a toujours ce problème de relativiser le nombre par rapport aux données qu'on nous donne. Et donc ça aussi, et merci de nous avoir fourni les données parce que c'était important d'avoir ces informations-là pour pouvoir dire quelle est l'offre, quelle est la solution la plus pertinente et la plus adéquate. Merci. Donc si on revient un peu à ce que vous avez dit, on a parlé de beaucoup de solutions. Selon vous, est-ce qu'il y a des secteurs qui ont bénéficié de moins d'attention de notre part? Si oui, lequel et comment on peut lui redonner plus de place et plus de place et surtout plus d'impact dans notre environnement? J'ai jamais commencé par Evelyne, donc c'est l'occasion pour vous donner la parole.
Alors peut-être en termes de communication ou de visibilité, comme on dit, peut-être mieux faire connaître certaines actions qui intéresseraient aussi, je pense, le grand public. Et en cela, TV5 Monde peut jouer un rôle en tant que média, le fait déjà, puisque certaines personnes peuvent être invitées en plateau dans certaines émissions, certains magazines. Nous avons aussi quelques émissions qui permettent d'illustrer en fait en images, je pense à Destination Francophonie, certaines initiatives de l'OIF ou de l'AUF ou d'autres opérateurs. Peut-être cet aspect-ci pourrait être un peu plus développé. Merci. Destination Francophonie est souvent chez nous. Hein. Bah voilà. On a plein d'émissions avec eux, c'est super, ça se passe très très bien d'ailleurs. Ouais. Tu restes de même côté? Oui, alors, il y a deux grands éléments, parce que pour les éléments de souffrance, il y a beaucoup d'éléments de souffrance, on le disait tout à l'heure, on parlait des défis, donc derrière chaque défi, il y a des éléments de souffrance, hein, pour être honnête. Mais dans la transformation des systèmes éducatifs, il y a deux éléments qui me semblent essentiels et qu'on n'a pas encore totalement comblés dans l'espace francophone. Le premier, c'est une meilleure adaptabilité des systèmes éducatifs aux besoins réels des pays. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que changer un système, c'est très compliqué. Changer des enseignants qui font le même cours depuis 15-20 ans, les accompagner pour qu'ils changent de méthodologie, pour qu'ils changent de contenu, ce n'est pas facile. Former assez d'enseignants par rapport aux besoins, ce n'est pas facile. Convaincre les parents et les étudiants pour changer le système d'orientation, pour aller plus vers des secteurs qui sont demandés, ce n'est pas non plus facile. Et c'est ça la vraie souffrance, lorsqu'on a un système éducatif qui est en décalage par rapport aux besoins socio-économiques des pays. Nous avons encore dans l'espace francophone ce décalage et il est important, il faut se le dire, pour pouvoir réparer cela. L'exemple le plus flagrant, c'est peut-être l'exemple de l'agriculture en Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique est un pays qui vit essentiellement de son agriculture. C'est probablement la zone la plus intéressante en termes d'agriculture et d'industrie agroalimentaire. Et c'est la zone du monde où il y a le moins de formation technique, ingénierat, paratechnique en matière d'agriculture et d'industrie agroalimentaire. Donc il y a un paradoxe entre les besoins et le système éducatif. Ça, c'est probablement notre plus grand défi et la souffrance qu'on a le plus dans nos pays, on le ressent. Et il faut qu'on réfléchisse encore plus ensemble pour aller vers des méthodes d'accompagnement au changement. Parce que ce n'est pas la volonté de changement qui n'existe pas. Elle existe, elle est là, la volonté de changement. Mais c'est comment faire. C'est vraiment l'accompagnement, comment faire face à la résistance au changement naturel de certains acteurs, comment faire face pour trouver des schémas de financement différents, des méthodes de coopération différentes. Ça, c'est la première souffrance. Et la deuxième souffrance qui me semble aussi capitale pour les prochaines années qu'on vit dans l'espace francophone, c'est la disparité technologique. Le manque de maîtrise de technologie entre le Nord et le Sud est très important et malheureusement, l'arrivée de l'IA générative risque d'accélérer cette disparité et ce gap, cette rupture technologique. Si on ne prend pas le train en marche très vite de l'IA générative, nous allons avoir la même rupture qu'il y a 30 ans avec l'arrivée d'Internet, qui n'a fait que malheureusement qu'accélérer la différence de développement des systèmes éducatifs entre le Nord et le Sud et les pays riches et les pays moins riches. Et donc ça, je pense que c'est la souffrance la plus importante et c'est pour ça que je pense que tous les opérateurs de la francophonie devraient s'unir, travailler ensemble pour réfléchir à comment mieux intégrer tous les avantages qu'apporte l'IA générative pour qu'on puisse limiter la disparité de développement dans le système éducatif et universitaire entre les pays du Nord et du Sud à l'intérieur de l'espace francophone. Parce que si on veut garder l'unité de l'espace francophone, il faut que les disparités baissent. Et tant qu'il y aura une disparité très importante, il n'y aura pas ce sentiment d'appartenir à un même espace et évidemment le système ne marchera pas correctement. Et ça, c'est peut-être l'une des plus grandes souffrances de l'espace francophone sur laquelle nous devons vraiment travailler ensemble les prochaines années. Merci. Voilà. Oui, sur l'IA générative, oui, il y a peut-être un risque d'accroissement des écarts, mais il y a aussi une possibilité de rattrapage des pays d'Afrique, notamment sur les pays du Nord. Non, moi j'ai l'impression qu'on n'entend pas beaucoup la francophonie sur les questions de santé, pas trop. Nous on a un département santé par exemple, on n'a pas, je ne vois pas au sein des partenaires beaucoup d'acteurs qui travaillent dans le champ de la santé. On sait combien c'est important, essayer d'aller vers la couverture universelle santé, etc. Et puis, on parle beaucoup du numérique,
c'est vrai. Mais je pense que ce qui va toucher les gens à un moment donné, c'est aussi la e-gouvernance. On n'en parle pas trop non plus. Parce que la e-gouvernance, c'est quand même apporter ou faciliter l'accès aux services publics à l'ensemble des citoyens. L'accès Internet s'améliore, certes avec encore des défis un peu partout, mais les tracasseries administratives, la bureaucratie, elle est encore très très présente, en tout cas dans les pays du Sud qu'on connaît bien, et que la e-gouvernance pourrait aider à rendre les choses un peu plus faciles, à rendre la vie des gens plus facile au quotidien. Donc là peut-être la francophonie pourrait accompagner les choses. Merci, messieurs. Je ne vais pas essayer de résumer, je vais faire comme disait Monsieur le Recteur tout à l'heure, considérer que ce sont des points qui nous poussent à aller plus loin. Donc, si on peut dire parmi les actions où on n'a pas encore bien exploré, il y a toute la partie, comme disaient les deux recteurs, M. Serralpos et M. Verdel, la partie agriculture, la partie santé, toute cette partie de e-gouvernance. Et M. le recteur de l'AEF a parlé de l'IA générative. C'est vrai que l'IA peut être un problème, mais peut être aussi une solution. Mais dans la mesure où l'IA se base principalement sur les données qui sont sur Internet, si on veut que l'IA soit une solution pour nos pays, il faut aussi qu'on augmente nos ressources sur le net. Et malheureusement, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore des ressources nationales sur le net. Et l'IA utilise toujours les ressources américaines, les ressources en anglais, les ressources en espagnol pour répondre aux questions que nous posons chez nous. Donc si on veut que l'IA fasse un travail et qu'on rattrape le retard par rapport aux autres pays industrialisés, il faut aussi qu'on se base sur nos données, il faut aussi qu'on ne soit pas que des consommateurs de l'IA, qu'on développe nos propres IA, et il faut aussi comme il disait Monsieur le Recteur, qu'on s'associe un peu plus ensemble, parce qu'une seule main ne peut pas applaudir, et là ça serait un peu difficile qu'il y ait une gouvernance francophone sur l'IA après, et principalement pour l'éducation, en offrant à nos ensembles des outils et des solutions, mais aussi en regardant un peu la partie souveraineté des données, parce que c'est vrai que l'IA fournit des solutions, mais elle aussi utilise beaucoup de données. Bon, ça c'était un peu la partie, mais la partie, le verre du côté plein, comme disait M. le Recteur tout à l'heure, c'est aussi toutes ces solutions qui n'ont pas été encore explorées, c'est aussi à nous de voir dans quelle mesure on peut le faire. Donc on arrive là tout doucement à notre avant-dernière question. En reprenant un peu vos propos, nous agissons tous ensemble sur que ce soit le programme Apprendre, que ce soit les solutions qui ont été présentées par Evelyne, que ce soit Monsieur le Recteur. On travaille beaucoup sur la formation des formateurs ou des enseignants, et d'ailleurs c'est ce que nous faisons aussi à l'IFEF avec le programme IFADEM que nous menons conjointement avec l'AUF. Et d'ailleurs l'année dernière on a formé, en 2024 de tête 72 000 enseignants, en 2023 on était à 100 000 enseignants. Nous avons aussi, vous avez aussi parlé du numérique, et donc nous tous on intervient, on a permis, le numérique nous a permis de massifier notre solution. Nous avons tous travaillé, nous avons parlé aussi de l'importance des langues. Monsieur le secrétaire général de la Confermen a cité Elan, et où on travaille un peu sur le biplurilinguisme, et là on a aussi développé des formations, on a développé des solutions, et on a développé des outils pour que les enseignants les utilisent dans leur salle de classe. Monsieur le Recteur a parlé d'un projet que nous menons ensemble, et qui est un projet qui me tient particulièrement à cœur, qui est le projet Relief, ressources éducatives libres pour l'égalité femmes-hommes, où on a une plateforme que l'AUF nous a aidé à mettre en place techniquement, et qu'on continue aussi à nous supporter techniquement. Et sur le programme Relief, non seulement on offre une solution, des ressources pédagogiques à tous les enseignants, nous avons maintenant je pense 800 ou plus fiches pédagogiques pour l'enseignant, mais nous offrons une formation tous les trimestres, et nous sommes victimes de notre succès parce qu'on ne peut pas prendre plus que 2000 enseignants par trimestre, et là on a tous les ans, tous les trimestres, à peu près 10 000 demandes pour avoir 2000. Donc à chaque fois on est obligé de passer par d'autres solutions pour réduire le nombre. Et donc toutes ces solutions-là on réussit, et on les mène ensemble. Donc maintenant, ma question à vous tous, comment insuffler plus de collaboration? On a vu que quand on solution, on la porte ensemble, on peut avoir plus d'impact, même en termes de communication, parce qu'on communique tous derrière cette solution, on est tous nos ambassadeurs de solutions. Donc d'après vous, comment on peut insuffler plus de collaboration dans nos actions,
présentes et à venir, et comment leur donner plus de lisibilité et de visibilité, et surtout être ensemble derrière un projet commun. Et nous sommes partagés aussi les mêmes solutions, les mêmes projets, les mêmes défis. Je pense que je vais commencer par M. Verdel. Merci. Ben justement, vous parliez de projets communs. Alors c'est vrai qu'on s'inscrit tous dans des mêmes orientations stratégiques, mais on travaille plutôt en bilatéral, entre guillemets, si je peux me permettre, entre quelques institutions. Tu as cité l'IFEF et l'AUF. Nous, on a pu avoir des projets avec l'AUF, avec l'IMF, etc. Mais il n'y a pas un grand projet qui nous rassemble tous et qui nous permet de travailler ensemble, de partager nos expériences et nos compétences aussi à travers une action commune, un projet commun, un grand projet commun. Donc moi je milite, mais je ne sais pas, il faudrait faire un choix, il faut trouver le bon angle d'attaque, mais je milite pour qu'on ait cette occasion de travailler tous ensemble vraiment et qu'on se voit tous en train de travailler les uns les autres, parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend et qu'on progresse chacun de nous en tirant bénéfice de ce qu'il y a de mieux chez les partenaires, quoi. Donc voilà, c'est tout. J'ai pas de sujet. Enfin, il faut trouver le sujet, mais voilà, ce qui manque pour moi, c'est ça. Mais vous avez la volonté, ce qui est très bien. Absolument. Evelyne. Alors, je rejoins vos propos. Peut-être aussi que dans certains cas, des ponts pourraient être établis entre ce que l'on fait déjà, qu'on ne connaît pas toujours très bien, puisque nous avons aussi des publics cibles un peu différents. Alors, je prends un peu la balle au bon, Mona. Par rapport à Relief, par exemple, nous développons aussi, et nous avons dans notre offre, donc aussi des contenus pédagogiques, dont certains sur les droits humains. Voilà, c'est un exemple, j'ai bien conscience, qui est minuscule, mais est-ce que là, on n'aurait pas intérêt à promouvoir les ressources mises à disposition par les uns et par les autres? Je crois aussi que vous développez des ressources sur l'éducation aux médias et à l'information. Ouais. C'est une des forces évidemment de TV5 Monde en tant que média. Peut-être qu'autour aussi de ce type de thématique, nous aurions des choses à développer tous ensemble. Il existe à l'OIF un pôle avec lequel nous avons commencé à travailler aussi, la lutte contre la désinformation. C'est peut-être un axe de collaboration où chacun des opérateurs peut trouver une place. Merci. Je pose ça. Monsieur le recteur. Alors, non, je vais être direct comme toujours. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire sur deux niveaux. D'abord, plus de concertation en interne. Et puis ensuite plus d'ouverture en externe. Alors plus de concertation en interne parce qu'effectivement nous avons beaucoup d'initiatives à 2, à 3 ponctuellement. Il n'y a pas un seul opérateur qui n'a pas un ou plusieurs projets avec les autres, mais de manière souvent bilatérale. À 2, à 3, enfin à 3 par exemple avec Saint-Gore et l'APF, on travaille sur la question de la formation des conflits, par exemple, ça n'a pas été cité jusque-là, c'est un beau projet, ou sur la forme, le KIX aussi. Avec la Confémen et l'AUF. Absolument, la formation au développement durable pour la gouvernance aussi, on travaille aussi, on collabore avec certaines émissions spécialisées sur TV5, enfin voilà, les exemples sont nombreux, comme ça, les petits exemples de petites collaborations. Mais je suis absolument d'accord avec Thierry, nous n'avons pas encore un grand projet structurant, très visible, très impactant, qui serait porté par tous les opérateurs. Donc on a un manque ici d'effet de synergie. Je pense que chacun de nous a une capacité d'action, mais si on se mettait ensemble, on aurait une capacité d'action beaucoup plus importante, beaucoup plus impactante. D'autant plus qu'on le sait, on l'a rappelé tout à l'heure, les besoins dans l'espace francophone sont énormes. Donc tous ensemble, et on ne pourra pas répondre à tous les besoins. Et donc voilà, se mettre ensemble, je pense, avec plus de concertation est important. Se mettre ensemble avec plus de concertation, c'est aussi parler d'une seule voix. Et il est important que toutes les composantes de la francophonie parlent avec le même sens de la solidarité, avec un soutien des uns et des autres, pour qu'on soit plus crédible auprès de nos partenaires, auprès de nos bénéficiaires. Alors ça c'est l'interne. Et puis pour l'externe, je pense qu'il est très important de montrer que les acteurs de la francophonie sont très ouverts aux autres espaces. D'abord d'un point de vue culturel,
Et c'est pour ça que la francophonie ne peut être développée que dans un espace multilingue. La reconnaissance des autres cultures, des autres orientations, des autres visions du monde est fondamentale pour qu'on puisse être crédible en défendant la francophonie. Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui porte plusieurs identités, plusieurs cultures, et qui toutes s'affirment, et à juste titre, et donc il va falloir aussi affirmer encore davantage cette ouverture de la francophonie. Et puis aller beaucoup plus vers la jeunesse, parce que l'avenir de cette diversité culturelle que nous défendons, et dans laquelle la francophonie doit prendre sa place, se fait avec qui? Se fait avec la prochaine génération. Et je profite d'ailleurs pour faire, pas une petite publicité, en fait, faire connaître un document dont on est très très fier, qui s'appelle « L'appel de Toulouse pour l'école de demain ». Eh ben, ce sont des jeunes étudiants qui l'ont écrit. Vous savez que l'AUF a créé un réseau de clubs leaders étudiants francophones, on s'appelle le réseau CLEF. Donc aujourd'hui, c'est 220 clubs dans 60 pays. Et ces étudiants, ils ont travaillé pendant presque un an pour rédiger ce document qui est leur propre vision de l'école de demain. Et en lisant ce document, on a une petite claque. Parce qu'évidemment, on retrouve des sujets qui ne sont pas étonnants. Ils nous parlent de la transformation numérique, ils nous parlent de la transformation du travail et l'adaptation nécessaire de l'école. Mais ils nous parlent aussi de valeurs. Ils nous disent, vous ne nous éduquez pas aussi bien qu'avant. Et ça, c'est une claque en lisant ce document. Je vous appelle à le parcourir. Il est sur le site de l'AUF, évidemment, vous pouvez le télécharger. C'est écrit à 100% par les jeunes, par les étudiants. Et c'est vraiment très, très intéressant à lire. Donc c'est ce genre aussi d'ouverture pour écouter les autres, être dans cette approche d'écoute, en tout cas renforcée. Elle l'est déjà, cette approche d'écoute, mais la renforcer dans la francophonie auquel on tient. Et puis je finirai par un autre exemple, c'est le réseautage. Alors c'est l'ADN de l'AUF de mettre les gens ensemble qui sont compétents dans un domaine. Et puis donc nous avons essayé ces dernières années de mettre dans le domaine de l'éducation des réseautages de manière transversale et non pas disciplinaire. Justement, on a créé le premier réseau francophone en IA, par exemple, le premier réseau francophone des universités virtuelles, et l'année dernière, le premier réseau sur l'innovation pédagogique francophone et les sciences de l'éducation. Donc ce genre de réseautage, c'est pour justement attirer vers les opérateurs de la francophonie, vers l'espace de la francophonie, un maximum de compétences, d'où qu'elles viennent, dans le monde entier. Voilà, donc je pense que nous sommes sur la bonne voie, mais nous faisons des choses encore de manière petite, éparse, ponctuelle. Et si on se met plus ensemble, l'effet d'impact, l'effet de synergie sera beaucoup plus importante et les gens vont peut-être réaliser tout ce qu'on est en train de faire. Parce que ce qu'on entend parfois ici et là, hélas, qu'est-ce que fait la francophonie? On ne voit pas quel est l'impact, etc., etc. Pourquoi? Je pense que c'est parce qu'on n'est pas, on ne parle pas d'une seule voix et on ne se voit pas comme complémentaires. On ne nous voit pas comme complémentaires. Voilà, c'est peut-être le grand défi que nous devons porter ensemble pour que la collaboration qui existe déjà soit beaucoup plus visible et beaucoup plus impactante pour la société en général. Merci, monsieur le recteur. Voilà, c'est toujours difficile de parler après. D'ailleurs, je ne devrais pas le laisser en dernier, peut-être. Donc, si je conclus moi-même, c'est pour dire qu'on doit investir de plus en plus sur la jeunesse. Et Madame la secrétaire générale nous rappelle aussi à chaque discours et à chaque propos où elle intervient. C'est vraiment pour mettre en avant la jeunesse francophone et lui donner sa propre place. On a tous présenté une volonté de travailler ensemble et de passer du bilatéral ou du trilatéral au multilatéral. Et il faut qu'on identifie un projet qui nous regroupe tous. On a évoqué plusieurs projets. On ne va pas discuter dans ce panel quel est le projet qu'on va prendre, mais je note juste qu'on a tous une volonté d'aller plus loin ensemble. Donc, comme disaient les Africains, seul, je peux aller vite, mais ensemble, on va aller beaucoup plus loin. Et on espère aller tous et toutes beaucoup plus loin avec nos programmes et nos activités. Maintenant, pour conclure ce passionnant panel, je vous invite à vous adresser directement au public pour un mot de la fin. Evelyne, à vous la parole. Une belle journée de la francophonie et une bonne semaine de la langue française. Merci. Oui, oui, bien évidemment, bonne fête de la francophonie à tout le monde.
je voudrais simplement dire à nos auditeurs qui s'intéressent à l'Afrique, eh bien, venez voir un peu ce que nous faisons en Afrique et pour l'Afrique, parce qu'on ne travaille pas que en Afrique, on travaille pour l'Afrique d'abord et avant tout. Et on aura en plus la chance d'avoir très bientôt un très beau campus, très beau nouveau campus qui va permettre encore d'accroître un petit peu notre activité. Bref, vous vous intéressez à l'Afrique, vous êtes jeune, venez consulter notre site web et venez, si possible, participer à nos formations. Vous serez les bienvenus. Moi, je dirais qu'à l'occasion de cette fête de la francophonie, j'appelle à tous les jeunes en particulier à croire plus en la francophonie. Vous l'avez entendu aujourd'hui, on essaye de traiter autrement la notion de francophonie. Ceux qui sont un peu pessimistes, qui disent que c'est quelque chose de dépassé, il y a d'autres courants qui sont en train de se mettre en place. Je pense qu'ils ne savent pas suffisamment, ou ne connaissent pas suffisamment ce que fait et ce que peut faire la francophonie. La francophonie d'aujourd'hui est une francophonie qui ne se fait pas contre les autres identités, contre les autres entités culturelles, mais plutôt avec. Et c'est très très important, je rappelais tout à l'heure la question du respect des identités et du multiculturalisme. Et donc nous allons continuer à développer une francophonie ouverte à tous et surtout qui ne s'oppose à personne, mais qui montre la capacité de développer la carrière des jeunes, de développer les opportunités pour les jeunes demain. C'est un espace réellement international et c'est un espace de solidarité et il faut que nous revenions aux valeurs fondamentales qui ont fait que la francophonie rassemble et avec cela, on peut aller très loin ensemble. Voilà ce que je peux dire. Merci, Monsieur le recteur. Là, je vais aussi dire mon mot sans résumer vos propos, parce que c'est difficile de résumer une phrase. Donc là, on a démontré aujourd'hui, en parlant entre nous, que la francophonie peut être un puissant levier pour une éducation de qualité et inclusive. Il faut croire et qu'on va y arriver. Et je peux aussi dire qu'à la fin, je vous souhaite une excellente journée de la francophonie. On n'est pas dépassé, on est encore là, on parle tous la même langue et c'est cette langue qui nous unit. Et je vous souhaite aussi une longue vie à la francophonie. Je vous remercie.